On va faire notre petite prière de début, adressée à Dieu, notre Père, qui a créé l'univers et tous les êtres qui l'habitent, dont nous-mêmes, et qui nous envoie aussi du haut de sa miséricorde beaucoup d'esprits élevés, des guides spirituels qui sont là pour nous aider, pour nous assister à avancer vers eux, à surmonter les difficultés naturelles du quotidien, à réaliser ce travail qu'on peut transférer à personne, qui est ce travail d'amélioration individuelle, d'essayer de réforme morale, d'essayer de devenir chaque fois un peu meilleur, de défaire, réduire nos défauts et puis augmenter nos vertus, afin qu'on puisse se mettre en harmonie avec eux, avec ces guides, et ainsi mieux pouvoir percevoir leur douce et salutaire influence. Nous remercions donc pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui, cette petite étude. On verra aujourd'hui donc la loi de destruction, que nous puissions comprendre pourquoi c'est une loi naturelle, quelle est son utilité, et que cela puisse nous servir pour mieux comprendre la nature, pour mieux nous mettre en adéquation avec elle, en espérant que ces lectures puissent aussi être utiles aux esprits qui pourraient être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors, oui, on est déjà le 24 septembre, hein, c'est le dernier cours de ce mois de septembre, le prochain aura lieu le 1er octobre. Et donc, après avoir vu ce deuxième semestre, la loi du progrès, la loi de société, la loi de travail, aujourd'hui, on va voir donc la loi de destruction. C'en est une qui est assez surprenante en se disant, mais comment est-ce que une destruction peut être une loi naturelle, hein? Et on va essayer de voir et de comprendre. Et la semaine prochaine, vous verrez le 1er octobre, on verra la loi de conservation qui est un petit peu l'autre côté, hein, de cette loi de destruction pour la compenser un petit peu. Et puis donc, voilà, on en aura encore pour tout le mois d'octobre, hein, donc la loi d'égalité, loi de reproduction, loi de justice, d'amour et de charité, pour en terminer avec ces lois morales, avec les deux compléments qui sont la perfection morale. Donc, c'est un peu le complément de la loi de justice, d'amour et de charité. Voilà, alors, on va enlever ça. Et donc, dans le fascicule, on va aller... cette loi de destruction, où est-elle? Là, voilà. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette loi de destruction. Ça paraît quand même assez paradoxal. Comment se fait-il que la destruction est une loi naturelle, hein? Et donc, on verra que dans cette loi de destruction, il y a une destruction nécessaire et une destruction abusive, hein. Donc, on va indiquer pourquoi, hein, on observe dans la nature de la destruction, même sans l'intervention de l'homme, hein, il y a toujours eu les animaux, les plantes qui naissaient, qui mouraient, qui renaissaient, etc., hein. Donc, on voit clairement que la destruction fait partie, entre guillemets, de la vie, hein. On va essayer de comprendre mieux dans quel sens il faut appréhender ce mot destruction. On verra après la différence entre la destruction nécessaire et la destruction abusive. La destruction abusive, cette fois-ci, il y a déjà l'intervention de l'homme. Et on va indiquer on va dire les différents types de fléaux destructeurs qui existent et puis analyser les conséquences qu'elles peuvent avoir, notamment sur le plan moral, hein, puisque les conséquences sur le plan matériel sont mieux connues. Voilà. Et donc, cette loi de destruction, hein, comme toutes les autres lois naturelles, font partie du livre 3e du livre des esprits. Et donc, il y a un chapitre sur cette loi de destruction dans lequel on trouve la question numéro 728. Hein, et les esprits nous répondent que pour se nourrir, les êtres vivants se détruisent entre eux, et cela dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive, et d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure. Mais ce n'est toujours que cette enveloppe qui est détruite
Et cette enveloppe n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant. La partie essentielle, c'est le principe intelligent qui est indestructible et qui s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit. Donc, vous voyez, cette réponse, en fait, elle résume pratiquement tout. Hein. Voilà. On est fait de matière, ben, la matière se nourrit de la matière. Hein. Même les végétariens sont bien obligés de détruire des plantes et des légumes pour s'alimenter. Hein. Oui, Antoine? Euh, oui, je comprends fort bien, mais c'est une loi qui va exister éternellement ou c'est juste pour le moment parce qu'on est on est sur Terre à un niveau élevé, pas très haut, et que l'être humain n'a que ce moyen de d'équilibrer la hausse de reproduction, ou est-ce que c'est Ben, vraiment une loi établie par Dieu qui existera toujours? On va s'autodétruire, l'être humain va s'autodétruire à chaque fois pour rééquilibrer, parce que ça me on, paraît fort quand on va même. y venir un peu plus loin dans la destruction Ah, nécessaire. Hein. ok. Donc, effectivement, on a un corps physique. Le corps physique, pour l'instant, il ne s'alimente pas de nourriture pranique. Hein. Il est obligé de s'alimenter de nourriture physique. À partir de là, bah, il est obligé de moissonner les céréales, voire même d'abattre des animaux pour pouvoir se nourrir. Et les animaux, c'est pareil. Hein. Les animaux, qu'ils soient herbivores ou carnivores, ils sont bien obligés de détruire soit de l'herbe, soit d'autres animaux pour pouvoir se nourrir. D'accord? Donc, c'est le fait de devoir détruire pour se nourrir, c'est lié au fait qu'on est encore incarné sur une planète dans un corps matériel. Le jour où on sera plus incarné dans un corps matériel, les choses seront différentes. Hein. Alors, je vous rappelle dans nos solars, si vous avez vu, je ne sais pas si c'est dans le film, mais en tout cas je me souviens plus si c'était dans le film, mais dans le livre, en fait, il y a tout un chapitre avec une espèce de polémique sur la soupe. Hein. Donc, à nos solars, les esprits, entre guillemets, s'alimentent. Hein. Et donc, ils leur ont mis une espèce de soupe. Et puis, bah, il y a les guides, les grands dirigeants qui sont venus en disant, bah, écoutez, il faudrait supprimer la soupe. Et puis, ça avait un peu fait un tollé, puisque beaucoup des habitants de nos solars disaient, non, 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 on veut continuer à manger de la soupe. Alors, qu'est-ce que c'est comme soupe? Comment est-ce qu'elle est produite? Est-ce qu'elle détruit aussi quelque chose pour produire cette soupe? Je ne sais pas, hein, ça reste à voir. Mais voilà, donc on peut partir du principe qu'une fois qu'on n'est plus obligé de se réincarner dans des mondes matériels, dans des corps physiques lourdingues comme ceux qu'on a en ce moment, les choses changeront et on n'aura plus besoin de détruire les autres espèces pour pouvoir survivre. D'accord? Mais aujourd'hui, les lois de la nature font que eh ben, chaque espèce a besoin ben, de s'alimenter de quelque chose et puis par là, va détruire autre chose. Alors après, on peut se dire, bon, ben, les arbres, par exemple, bon, ben, ils prennent l'humus de la terre. Mais l'humus de la terre, c'est quoi, si ce n'est les feuilles mortes des autres arbres et tout qui sont venus. Hein, ils recyclent tout ça. Hein, et entre parenthèses, capturent du carbone dans l'atmosphère en rejetant de l'oxygène par le processus bien connu de la photosynthèse. Hein. Heureusement qu'ils sont là, les arbres, hein, parce que sinon, on n'aurait pas 19% d'oxygène dans l'atmosphère, on aurait du mal à respirer. Donc, c'est une forme de destruction qu'on peut voir là déjà un peu plus soft, hein, je dirais. Mais bon, l'animal carnivore ou les poissons carnivores sont bien obligés de se nourrir entre eux. Donc voilà, voilà. Et donc, on se nourrit de quoi? Et c'est bien ce qui est dit ici. On se nourrit que quand on mange une vache, on ne mange pas l'esprit de la vache, on mange que le corps de la vache. On est bien d'accord. Hein. Donc, l'esprit, lui, que ce soit d'un humain ou d'un animal, il est indestructible. D'accord? Par contre, le corps, une fois comment dire, la vache meurt, bon, c'est sûr, quand on l'abat, on peut discuter, hein, ça c'est sûr. Ben, quand la vache meurt, elle n'a plus besoin de son corps. Elle peut bien être recyclée par les autres espèces qui sont encore là. Daniel? Il y a une question bizarre qui me vient sur le cannibalisme. Ça, ça validerait le cannibalisme ou ça le rendrait acceptable?
Alors, effectivement, c'est une question qui parce que, bon, comment dire, le cannibalisme, c'est, entre guillemets, de la nourriture animale, mais humaine, quoi. Hein. Mhm. D'accord. Alors, les lions ou les charognards ou autres, eux, ils vont pas faire la différence que c'est un humain ou pas, quoi. Hein. Après, il y a aussi d'autres espèces d'animaux qui se mangent entre eux dans la même espèce. Hein. Les serpents, par exemple, ou d'autres, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, l'être humain, comment dire, il est bien obligé de s'alimenter. Et donc, quand on pousse vraiment les choses à l'extrême, hein, alors le cannibalisme, il a pas, c'est une pratique qui a existé dans certaines tribus, hein, mais après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui était vraiment très généralisé. Hein. J'ai par exemple jamais entendu parler que, je sais pas moi, chez les Hébreux ou chez les Égyptiens, le cannibalisme se pratiquait. Hein. Je ne pense pas. C'était quand même une pratique assez limitée. Et donc, c'est là où, en fait, intervient un aspect moral, hein, qui est de dire est-ce qu'il est légitime de tuer des humains, des frères, pour pouvoir s'alimenter. Moi, j'aurais tendance à dire que dans des situations extrêmes où vraiment on n'a pas d'autre choix que de survivre, hein, je sais pas, supposons on est des humains enfermés quelque part dans une caverne où il n'y a rien d'autre à manger, ou ensevelis sous un, hein, bon, bah, on pourrait éventuellement comprendre qu'il y en a un qui se sacrifie pour servir de nourriture aux autres. Mais dans la Mhm. situation normale, c'est vrai que on ne pratique pas du tout ce genre de choses, quoi. Hein, parce que, comment dire, par respect pour les autres individus de notre espèce. Alors c'est vrai que cette même pensée pourrait se généraliser, par exemple, pour les animaux. Tu vois, pourquoi on ne Mhm. mange pas d'humains? D'accord. Mon épouse, c'est ce qu'elle dit. Hein. Moi, je ne mange pas mon chien, pourquoi est-ce que je mangerais une vache? Hein. Donc, elle est Mhm. vraiment végétarienne parce qu'elle pousse ce raisonnement jusque-là. Hein. Après, c'est sûr, quand je lui dis oui, mais tu es bien obligé de couper des céréales et, hein, ben, pour les alimenter. Bon, c'est sûr que les céréales, quand elles arrivent à maturité, après, elles meurent. Les fruits, si tu les cueilles pas, ben, ils meurent, ils tombent, ils pourrissent. Mhm. Donc, il y a un moment où on se dit, bon, ben, il vaut mieux s'alimenter de ces fruits. Et puis des raisonnements similaires existaient, par exemple, dans les grandes villes, dans le temps, à Paris. Hein. À Paris, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de chevaux, hein, et c'était l'attraction animale. Hein, il n'y avait pas les Mhm. voitures automobiles et tout. Et ben, les chevaux, quand ils étaient trop vieux pour tirer quand ils pouvaient plus, ou quand ils étaient blessés, ou des choses comme ça, et ben, il y avait un côté, entre guillemets, utilitaire, qui disait, ben, Mhm. on va abattre le cheval, et puis plutôt que de l'emmener à l'équarrissage qui n'existait pas à l'époque, eh ben, on va s'alimenter avec le cheval. Tu vois, parce que Mhm. c'était quand même la nourriture dans les grandes villes, c'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Et c'est de là que vient la nourriture de cheval, tu vois. On Mhm. mangeait les chevaux qui servaient plus pour tirer les diligences et tout ça. Hein. Maintenant, Mhm. encore une fois, ça c'était, voilà, on mangeait les chevaux plus ou moins pour un côté utilitaire, hein, quand on avait quand même une certaine rareté de l'alimentation. Maintenant, d'un autre côté, élever des chevaux pour les abattre et les manger, c'est déjà l'étape d'après, tu vois? Mhm. Voilà. Donc, mais bon, indépendamment de ça, la destruction existe dans la nature. Hein. Les animaux carnivores, tu leur donneras pas, tu les transformeras pas en Ouais. végétariens comme ça. Donc, eux, ils sont bien obligés de se nourrir entre eux. Et c'est là où on voit bien aussi ben, que c'est bien connu dans certains écosystèmes, hein, c'est comme ça qu'on dit, que s'il n'y avait pas de prédateurs, certaines espèces se développeraient de façon euh, euh, Chimique, ouais. voilà, trop grande, et donc causerait d'autres problèmes dans l'équilibre Mhm. écologique. Hein. Donc, il y a aussi cet aspect-là, hein, qui est maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive. D'accord? Donc Mhm. ça, alors je ne suis pas spécialiste dans le sujet, mais bon,
Je sais que, par exemple, dans les Vosges, ils ont réintroduit des lynx il y a quelques décennies, justement pour que, parce que il y a les chasseurs aussi qui font ce genre de travail, entre guillemets, même si je ne suis pas personnellement un partisan de la chasse, hein, parce que quand on voit les chasseurs, voilà, après un bon repas bien arrosé, qui vont avec leurs fusils en forêt et tout, bon, c'est un peu discutable, quoi. Moi, mais bon, eux, ils se justifient en disant, par exemple, le sanglier, hein, si on n'abattait pas quelques sangliers de temps en temps, les sangliers feraient des ravages partout et se développeraient de façon exponentielle, excessive, comme ils disent là. Tu vois. Mais moi, personnellement, je préférerais laisser ça à des agents formés, voilà, qui font ça. Je dirais pas dans un but aussi de plaisir. Enfin voilà, les chasseurs, c'est un peu bon. Et je les respecte, hein, mais j'avoue que je suis pas très partisan, surtout que des fois, moi, il y a des choses qui me gênent un peu, hein. Il y a un endroit ici dans les Vosges où apparemment les chasseurs ont acheté une concession, hein, donc en fait, ils payent le village dans lequel se trouvent les forêts pour avoir le droit de chasse. Et puis il y a des moments où ils exagèrent, quoi. Ils mettent des panneaux du genre propriété privée, interdit de rentrer, chien interdit, etc. Bon, là, visiblement, ça va beaucoup trop loin, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'ils s'approprient plus ou moins une espèce de bien public en refusant l'accès aux autres citoyens. Donc, vous voyez, c'est pour ça que voilà, je suis pas trop. Voilà, je condamne pas, mais je suis pas trop partisan de la chasse, hein. Voilà. Et je vous dis, j'en ai connu quelques-uns. Quand on leur parle d'équilibre d'écosystème, si je veux caricaturer un peu, ils savent pas ce que c'est, quoi. Hein, donc voilà. Voilà. Mais alors, le point de vue spirit, qu'est-ce que c'est que la destruction? Eh bien, c'est le corps, d'accord, hein. Quand on mange le corps, hein, on mange le fruit, on mange la matière. On ne mange pas le principe intelligent qui est indestructible, hein. La vache qui est abattue pour servir de nourriture, son esprit, lui, quand on l'abat, l'esprit se désincarne et donc va se réincarner et va évoluer, hein. Tous les esprits évoluent, d'accord? Donc c'est là où on relativise un peu cette loi de destruction en disant c'est que la destruction du corps. L'esprit, lui, en fait, c'est plus une transformation, d'accord? Et puis même indépendamment de tout ça, dans la loi de destruction, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne meurt pas dans le corps physique, quelqu'un qui se désincarne pas, disons? Alors c'est vrai qu'on ne meurt pas, hein, l'esprit ne meurt pas, mais il y a un moment où on se désincarne, donc on est bien obligé de laisser notre corps ici, hein. Tant est que, même si il n'y a pas de cannibalisme, hein, on peut quand même faire don de ses organes, par exemple, pour servir à d'autres. D'accord? Quand on n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin. D'accord? Et, et, comment dire? C'est ce que je crois que je vous en ai déjà parlé, hein, comment dire, le recyclage le plus naturel du corps, ce serait le compostage, hein, ce qui est mieux que l'incinération, puisque l'incinération produit du dioxyde de carbone, et puis il faut rajouter du fuel ou du gaz pour le brûler, hein, puisqu'on a 70% d'eau, 70% d'eau, ça ne brûle pas, sans avoir un combustible en support. Et puis, même quand on s'enterre, l'enterrement, c'est plutôt un pourrissement ou un moisissement qui se produit que un véritable compostage. Alors, il y a Stéphane aussi qui a levé la main. Vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, bonjour à tous. La loi de destruction, on pourrait dire aussi que c'est une loi de déstructuration, restructuration des corps, on peut le dire comme ça, ou des êtres vivants dans la partie matérielle, qui sera un petit peu suivant le principe rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On Oui, réutilise la matière transformée pour notre propre régénération matérielle aussi. c'est ça.
C'est ça, c'est plus une transformation qu'une véritable destruction. Un recyclage. Hein. Voilà. D'accord? Bon. Après, toujours dans la question 728, on nous dit la destruction nécessaire se produit dans la nature selon la transformation biologique naturelle, le renouvellement et l'amélioration des espèces. Et les esprits ajoutent, il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer, car ce que vous appelez destruction n'est qu'une transformation qui a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Là c'est carrément une vision positive, vous voyez, de la loi de destruction. Le corps il vieillit, hein, donc à un moment donné, voilà, j'ai encore aidé mon voisin qui a 95 ans. Bon, il marche avec une canne, sûr quand le sol n'est pas très, il faut lui donner la main pour qu'il puisse marcher et tout. Bon, voilà, hein, il a plus 20 ans, il y a 10 ans, il faisait encore de l'aïkido, mais aujourd'hui, il peut plus. Hein, donc, là, on comprend que on ne va pas le condamner à vivre encore plusieurs décennies comme ça, hein, et que le fait de se désincarner pour ensuite se réincarner dans un nouveau corps frais et dispo, hein, c'est là où on voit ce côté régénération. Hein, donc régénération à la fois des corps, hein, mais aussi de l'âme, hein, c'est-à-dire que notre âme, elle a besoin de se réincarner, de se désincarner, donc de se réincarner pour évoluer. D'accord ? Donc, c'est là aussi un aspect positif, hein, de cette loi de destruction, qui n'est qu'une transformation, comme on nous le dit, hein, qui a pour but le renouvellement, hein, un corps vieux et usé qui est remplacé par un corps tout neuf, et l'amélioration des êtres vivants, donc l'amélioration des esprits, qui, elle aussi, amène l'amélioration des espèces, l'évolution des espèces. Hein. Darwin, il avait bien vu l'évolution des espèces d'un point de vue purement matériel, hein, en voyant comment, les corps s'améliorent au fur et à mesure de l'évolution. Il suffit de comparer les dessins de l'homme préhistorique, de Néandertal, avec les nôtres aujourd'hui. Hein, donc, on se fait clairement une idée de combien les corps humains, de l'humanoïde, ont évolué en quelques dizaines de milliers d'années. C'est assez, disons, ça se voit bien, hein, c'est assez visible. Voilà. Et donc, cette loi de destruction, on sent que derrière elle, il y a la loi qu'on avait déjà vue il y a 15 jours, hein, ou il y a 3 semaines, qui est la loi du progrès. Hein. La destruction ou la transformation ou le renouvellement sont nécessaires pour le progrès de la partie essentielle en nous-mêmes, hein, qui est le principe intelligent, qui est l'esprit. D'accord ? Alors, on va continuer. Maintenant, destruction, il y a une destruction naturelle, hein, qu'on observe dans la nature avant même que l'homme ne soit là. Hein. Mais depuis que l'être humain est venu, hein, il y a une nouvelle période géologique qu'on appelle l'Anthropocène. Hein, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a certains scientifiques qui discutent et tout. Mais on voit que l'activité de l'être humain détruit aussi. Hein. J'ai encore vu ce matin. On disait que 80% des Européens respirent un air pollué. Et cet air pollué tue 400 000 personnes chaque année, je crois, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, voilà. Là, il y a est-ce que ça, c'est une destruction naturelle? Non, ce n'est pas une destruction naturelle. C'est une destruction qui est liée à l'activité humaine. Hein. Donc, on peut considérer comme une destruction abusive. Maintenant, on peut citer d'autres exemples flagrants de destruction abusive, c'est par exemple les guerres. Hein, est-ce que la guerre, c'est une destruction nécessaire? Non, clairement, c'est une destruction abusive. Donc la guerre, les meurtres, voilà, ou alors la suralimentation. Je pense que c'est aussi un gros problème qu'on a tous. Hein. Les manuels disaient qu'il faut qu'on mange la moitié. Moi, je voudrais bien perdre 5 kilos, j'y arrive pas. Ça fait 2 ou 3 ans que j'essaie de perdre 5 kilos, j'y arrive pas. Mais c'est clair. Après, quand je regarde ce que je mange tous les jours, je me dis, là, j'étais en voyage, par exemple, quand je suis en voyage, voilà,
j'arrive à 9 heures, j'ai sommeil, je vais dormir, je saute le dîner. Là, j'ai perdu 1 ou 2, en très vite, en une semaine, je perds 1 ou 2 kilos. Donc c'est facile, hein, pourtant j'y arrive pas. Hein. Eh ben, tout ce que je mange de trop, hein, qui fait que je ne peux pas perdre ces 5 kilos, moi je le considère aussi comme de la destruction abusive. D'accord? En réduisant la consommation d'aliments, ben, qu'est-ce qui se passe? On va soulager la demande au niveau des céréales, au niveau des produits alimentaires. Soulager la demande, ça veut dire déjà que le prix baisse, hein, que les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés pour s'en procurer, pour joindre les deux bouts, comme on dit, se retrouvent dans une situation peut-être un peu moins serrée. Et puis, la production qui peut aussi être réduite en conséquence. D'accord? Donc là, clairement aussi, tout ça, ce sont des choses qu'on peut classer dans la destruction abusive. D'accord? Et vous voyez, là, on nous dit la destruction abusive met en danger la vie de la planète. Hein, l'Anthropocène, il y a certains prévisionnistes qui sont pessimistes, qui disent « Ah ben non, l'homme, de toute façon, il ne s'arrêtera pas, il va cramer tout le charbon, tout le pétrole, tant qu'il y en aura. La température va monter effectivement de 4 degrés ou plus. Et donc, les conséquences que ça peut avoir pourront faire de sorte que comment dire, pourront avoir pour cause la disparition de l'humanité. Hein. Et ce sont des scénarios qui sont aujourd'hui avancés par certains pessimistes. Hein. On espère que, en tant que spirit, on est un peu plus optimiste. On pense qu'on n'en arrivera pas là. Mais ça demande quand même, ça demandera forcément des efforts de chacun de nous pour réduire, voire même pour stopper cette destruction abusive. Je vous cite encore un autre exemple. Au niveau de la pêche, je crois que d'une tonne de poisson qui est pêchée, il y a moins de la moitié qui arrive dans les assiettes. Hein. Donc ça veut dire que plus de la moitié de ce qui est pêché est soit perdu, soit transformé en farine ou transformé en autre chose, mais qui n'est pas utilisé pour le but que ça pourrait avoir. C'est quand même assez dingue. Hein. Donc là aussi, clairement, c'est de la destruction abusive. On parle de surpêche, on parle de toutes ces choses-là. Hein. Voilà. D'accord? Et les esprits nous disent à la question 729 que toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent. Donc, vous voyez, toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent. Alors, destruction anticipée, qu'est-ce qu'on peut voir par ça? Par exemple, le fait les gens qui meurent à cause de la pollution, hein, ou le suicide, hein, ou l'euthanasie. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes de destruction anticipée qui font que la vie s'achève avant le terme qui était initialement prévu, et donc en sachant que notre incarnation, elle sert à l'évolution de notre esprit, donc de notre principe intelligent. Donc tout ce qui est destruction anticipée entrave, hein, gêne, bloque l'évolution de l'esprit. Hein. On n'utilise pas tout le potentiel du corps que la nature nous a prêté pour évoluer le plus possible et arriver un jour à ne plus avoir besoin de se réincarner dans des corps physiques. D'accord? C'est pourquoi Dieu a donné à chaque être le besoin de vivre et de se reproduire. Voilà, donc le besoin de vivre pour évoluer et le besoin de se reproduire pour donner à d'autres esprits l'occasion d'évoluer. D'accord? Voilà. Après, donc ça, c'est la destruction abusive et la destruction nécessaire. Hein. Donc, c'est toujours le fameux débat que j'aime bien dans le spiritisme entre le nécessaire et le superflu. Hein. Et ça fait du bien de temps en temps de se poser la question, quand on a quelque chose, se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hein. Aujourd'hui, l'exemple, le téléphone, bon, il est nécessaire. Mais comment dire, il y a encore 20 ans ou peut-être 30 ans, il n'y en avait pas. Hein, je me souviens du premier téléphone que j'avais reçu, c'était oh là là, c'était. Hein, et pourtant, on se débrouillait bien sans téléphone, on se débrouillait bien sans GPS. Hein, on avait les cartes, on avait d'autres moyens pour se communiquer, il y avait des téléphones publics, etc. Bon, je ne dis pas que le téléphone est superflu,
Mais quand on fait cette analyse, on voit très bien que si, par exemple, demain, hein, c'est ce que je dis, s'il y a comment dire, un météorite qui passe à 36 000 km de la Terre et qui percute quelques dizaines de satellites, on risque de se retrouver pendant un certain temps sans téléphone et sans Internet. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on peut plus vivre? Ben, quand je demande à mon gamin comment est-ce que tu fais ça, la première chose quand il va quelque part, est-ce qu'il y a Internet? Hein, s'il n'y a pas Internet, bon, ben, s'il n'y a pas Internet, tu fais comment? Ben, lui, il est embêté puisqu'il il considère ça comme étant acquis, quoi. Alors que moi, non, moi je me dis, bon, ben, je vivais bien sans Internet et sans téléphone, je pourrais très bien continuer à vivre sans Internet et sans téléphone. Hein. Voilà. Donc, cette réflexion entre le nécessaire et le superflu, c'est quelque chose qui nous aide énormément à éviter la destruction abusive. D'accord. Après, dans les fléaux destructeurs, il y a des fléaux qui sont naturels et provoqués par l'homme. Ben, les naturels, vous avez vu le séisme au Maroc récemment, ça typiquement, c'est une destruction entre guillemets naturelle. D'accord, un séisme, ben, il y en a toujours eu. Celui du Maroc, il est assez particulier parce que toutes les études sismologiques de la région, aucune des études ne prévoyait qu'il pouvait y avoir un séisme de cette ampleur-là à cet endroit-là. Donc il y a encore des failles qu'on ne connaît pas, hein, parce que comme ça bouge tous les quelques siècles, voilà, la géologie doit encore progresser. Hein. Donc évidemment, aucune construction n'était prévue pour, et c'est pour ça qu'il y a eu des villages entiers qui ont été détruits, etc. Hein. Donc ça, c'est des fléaux entre guillemets naturels, hein, les tremblements de terre, le tsunami qu'il y a eu il y a quelques années en Indonésie, en Inde, etc. Donc, ce sont des fléaux naturels. Mais même ces fléaux naturels servent aussi à Fabrice. Oui, Charles, je me faisais une petite réflexion là, personnelle. En partant du principe que rien n'est dû au hasard, que tout ce qui nous arrive est, on va dire, quelque chose de plus ou moins programmé dans notre plan de vie, à tous, est-ce que ce qui nous arrive actuellement, l'inflation, tous les prix qui augmentent, la nourriture, l'énergie, la façon de se vêtir, comment dirais-je, les choses pour construire les maisons, est-ce que tout ce qui nous arrive là, c'est pas aussi une façon de nous dire que finalement on consomme de trop? Ah ben, Est-ce que c'est pas une façon de freiner justement un petit peu notre consommation dans tous les domaines et de se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas vivre avec moins? ben, je pense, oui. Il y a un message derrière toutes ces choses-là. Hein. Quand j'ai vu aussi au niveau tu parlais de l'habillement, c'est aussi, je me souviens plus combien d'habits sont jetés chaque année. Hein, mais ça se chiffre en milliards, en dizaines de milliards. C'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Hein. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces paires de choses? C'est clair que là aussi, il y a de la surconsommation, hein, donc effectivement, de la destruction abusive. Hein. Maintenant, l'habillement fait vivre des gens, fait vivre des vendeurs, des magasins, puis on le voit d'ailleurs. La consommation d'habillement a diminué en France et vous avez plusieurs, je ne me rappelle plus des noms, marques ou grandes chaînes qui vendent des habits qui ont fermé. Et pourquoi Enfermé, ils ont tout à fait, fermé? oui. Parce qu'il y en avait beaucoup de trop, tu vois. Les Trop, gens, ouais, quand ils ouais. commencent à y avoir des difficultés, serrer la ceinture, ben, ils trouvent des potentiels très faciles. Par exemple, voilà, utiliser les habits un peu plus longtemps ou acheter différemment, acheter des habits qui sont plus durables. Hein. Et puis, donc, c'est un des postes sur lequel ils arrivent assez rapidement à faire des économies. D'accord? Au niveau de Alors, l'alimentation, je bien pense sûr. que c'est pareil. Hein. Oui? Oui, bah, ça touche pas tout le monde parce qu'il y a quand même des gens qui ne mangent pas à leur faim. Hein. Il y a quand même beaucoup Ah, de personnes, malheureusement, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi s'habiller, qui n'ont pas. Mais je parle pour des sociétés et des cultures qui finalement vivent depuis quelques décennies dans le superflu, dans l'opulence. Est-ce que c'est pas un message en disant, bah voilà, vous pouvez peut-être faire attention en mangeant moins, en consommant moins, en recyclant, enfin voilà, je sais pas, c'était une réflexion personnelle, puisque
on voit bien que tout augmente et que maintenant, les gens sont obligés de faire attention dans tous les domaines, quoi. Ils font il y a assez d'articles en disant que quand ils vont faire leurs achats dans les grandes surfaces, tout a augmenté, ils en ont beaucoup moins qu'avant. Alors finalement, en partant, comme je disais tout à l'heure, du principe que rien n'est dû au hasard et que tout est prévu, je sais pas, on peut peut-être y voir là une forme de message, quoi. Moi, je pense que effectivement, Dieu, il a bien fait les choses, hein. Un des principes de base de la science économique qu'on a aujourd'hui, hein, dans nos sociétés, c'est un dénommé Jean-Baptiste Say qu'il a établi en 1803, donc l'année avant que Kardec ne naisse, hein. Et il a dit, les ressources de la nature sont inépuisables, hein, et gratuites. Et donc, la science économique n'a pas à se procurer, à se préoccuper des ressources naturelles. Donc, et ça, c'était une des bases fondamentales de la science économique jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette hypothèse est vraie? En toute évidence, non, hein, puisque le pétrole, ça devient de plus en plus dur à trouver. Le lithium pour les batteries, là, on y va plein pot. On sait très bien que dans 5-10 ans, on n'en trouvera plus. Tout le monde dit, ouais, on trouvera autre chose d'ici là pour faire des batteries. Bon, bref. Mais non, les ressources de notre planète, c'est là où la providence divine, effectivement, comme tu le dis, Fabrice, elle agit, hein, elle a fait de sorte que les ressources de la Terre sont limitées et que forcément, à un moment donné, on va se heurter à cette raréfaction des ressources de la nature, hein, aussi bien au niveau de l'énergie qu'au niveau de certains minéraux, etc. Et donc, forcément, on va être obligé de revoir complètement non seulement nos modes de consommation, hein, essayer de revenir, il n'y a pas besoin non plus de changer de voiture chaque année, etc., de revenir à des modes de consommation qui prennent compte de cela, mais par contre, il faudra aussi passer par la réforme du système économique, puisque les gens qui travaillent dans les mines, les gens qui travaillent dans les magasins qui vendent de l'habillement, comme tu dis, ils ont besoin d'avoir un boulot pour pouvoir avoir le nécessaire, justement, hein. Mais comment dire, l'opulence et le superflu, c'est clair que l'être humain doit aujourd'hui commencer à réfléchir, à s'adapter s'il veut pas voilà, il vaut mieux le faire de façon programmée que de le subir de façon brutale. Mais si on fait rien, hein, on va le subir, on va tomber de notre nuage de façon brutale, hein. C'est pour ça que c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à toutes ces choses. Alors, il y a plein de ressources, hein. Par exemple, l'isolation des maisons. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, hein, pour consommer moins d'énergie pour la chauffer l'hiver ou pour climatiser l'été. Il y a tout ce qui est transport collectif, il y a tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a beaucoup de moyens pour aller dans ce sens. Mais il faut faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, hein, clairement. Et c'est effectivement lié à la surconsommation, c'est clairement de la destruction abusive. Alors, il y a Daniel qui a levé la main déjà depuis un petit moment. Ah, il me met un classement 1, 2, 3, hein, donc voilà. Il y a Stéphane qui l'avait levé mais qui l'a rebaissé. Mais voilà, Daniel, s'il te plaît. Par rapport au fléau naturel, qu'est-ce que nous enseignent les esprits? Est-ce que derrière l'eau, le vent, le feu, il y a un esprit, il y a une conscience, ou c'est juste un élément naturel? C'est juste un élément naturel. Mais même D'accord. les fléaux naturels servent aussi à notre évolution, d'accord? Bon, ceux qui sont morts ensevelis sous leur maison, ils n'y pouvaient rien, hein. C'était parce que, entre guillemets, ils avaient prévu de se désincarner comme ça et ils vont continuer leur évolution. Mais derrière un fléau, un tremblement de terre, par exemple, on l'a surtout vu en Turquie d'ailleurs, hein. La Turquie, mon dernier projet, je l'ai fait en Turquie. Ça a commencé, je ne sais plus, en 2016, 17, 18, jusqu'en 2020, hein, quand j'ai arrêté de travailler. Et la Turquie a déjà, comment dire, des normes antisismiques au niveau national qui sont dernier cri, qui sont vraiment excellentes, d'accord? Et pourquoi il y a ces normes-là? Si on construit les maisons en suivant ces normes antisismiques,
eh ben, il y a un séisme de magnitude 6, 7, comme au Japon, même 8, eh ben, les immeubles ne tombent pas. Hein. Tous les jours, vous avez des séismes au Japon qui sont presque aussi importants que celui qu'il y a eu au Maroc, mais parfois même plus importants, et c'est à peine si on en entend parler. Hein. Donc, là aussi, on voit que quand il y a des fléaux naturels comme les tremblements de terre, ben, ça sert aussi au développement de l'intelligence pour permettre à l'être humain de se prévenir des conséquences de ces événements naturels. D'accord? Dans certaines limites, évidemment. Hein. Fukushima, typiquement, bon, ils avaient prévu de se protéger contre des vagues de 10 mètres, mais pas contre une vague de 30 mètres. Quoi. Il y a un moment où l'amplitude du phénomène dépasse, voilà, on ne peut pas se prévenir à 100% de tout ce qui pourrait arriver. Hein. Mais voilà, des tremblements de terre de 6, 7, peut-être même 8 sur l'échelle de Richter, ben, au Japon, c'est à peine si on en entend parler. Hein. Alors qu'au Maroc, évidemment, les maisons en pierre et tout, voilà, on fait toutes ces conséquences-là. Donc là aussi, on voit une utilité de ces fléaux naturels, c'est là aussi de faire évoluer l'intelligence et de se prévenir hein, contre les conséquences que peuvent avoir ces événements naturels, dans certaines limites. Hein. On le voit aussi, par exemple, avec les pluies. Hein. En ce moment, il y a des phénomènes météorologiques qui sont largement supérieurs à tout ce qu'on a pu voir depuis quelques siècles. Et c'est clair que là, il va falloir revoir les normes, hein, la manière de calculer comment dire, les évacuations d'eau, les canalisations, évaluer aussi les zones inondables, interdire de construire dans les zones les plus dangereuses. Il va devoir y avoir que certaines adaptations compte tenu de ces phénomènes dont l'intensité augmente. Et c'est juste une conséquence de l'activité humaine, hein, du réchauffement climatique. Valérie? Oui, je rejoins Fabrice et je pense aussi que tout ce qui se détraque, en fait, ce sont comme des signaux d'alerte, en fait, qu'on nous envoie pour que l'homme, justement, arrête d'abuser, de profiter du superflu et de se centrer à nouveau sur l'essentiel. Et si on n'arrive pas à le comprendre, je pense que malheureusement, on sera encore alerté par d'autres choses peut-être un peu plus graves. Voilà, c'est comme je disais, soit on le comprend et puis on arrive à s'adapter de manière programmée, soit on va le subir et ce sera beaucoup plus dur. D'accord? Donc, il vaut mieux s'adapter de façon programmée. Hein. Moi au niveau climatique, comme ça, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Jean-Marc Jancovici. Il a fait une bande dessinée, je ne sais pas si vous avez vu, hein, Le Monde sans fin. Et, lui, il est vraiment partisan de cette méthode de dire, bon, c'est grave, c'est urgent, mais faisons-le de façon programmée. Essayons de faire le maximum pour, comment dire, réduire cet impact et puis commencer à nous adapter dès maintenant, avant qu'on soit obligé de s'adapter de façon précipitée. Hein. Vous avez d'autres, comment dire, auteurs comme Aurélien Barraud, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors lui, il est un peu plus radical il critique d'ailleurs, Aurélien Barraud critique Jean-Marc Jancovici parce il dit faire des voitures qui consomment moins, c'est absurde, il faut tout de suite arrêter de faire des voitures. Voyez. Donc lui, il est plutôt partisan d'une méthode dure et radicale. Alors c'est vrai qu'il a raison, hein. Enfin, il n'a pas tout à fait tort, il faut des mesures fortes, mais on ne peut pas non plus, comment dire, voilà, si on supprime la voiture demain, regardez le nombre de personnes qui ne peuvent plus aller travailler, qui ne peuvent plus, voilà, ce ne serait pas possible. Donc, c'est vrai qu'il faut effectivement s'alerter. Le prix des combustibles, c'est clair, va augmenter. Moi, je dis toujours, là j'ai vu, ça y est, on a dépassé 2 € le litre, mais bon, voilà, on peut très bien, pour moi, il est tout à fait possible que je me prépare moi-même d'ailleurs à ce que, par exemple, d'ici un an, le prix du combustible puisse être à 10 € le litre. Voyez. Et à 10 € le litre, c'est sûr que là, on ne réfléchit pas pareil. Hein. On ne fera plus 100 km matin et soir pour aller travailler.
on essaiera de se dire, bon, il faudra peut-être mieux que soit que je trouve un travail plus près de chez moi, soit que j'essaye d'habiter plus près de mon travail. Vous voyez, c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser dès maintenant, hein, parce que forcément, ça va devenir de plus en plus difficile avec le temps. Donc oui, ces phénomènes, ces difficultés qu'on a nous poussent à réfléchir. Regardez combien de gens on nient. Hein. Encore aujourd'hui, il y en a qui nient. Non, c'est pas vrai. Les variations de l'augmentation de température, c'est pas l'homme qui l'a créé. Ou alors la politique de l'autruche, comme je dis. Non, non, mais on va inventer un truc. Regarde Tesla, il réussissait à faire de l'énergie à partir de rien. C'est uniquement parce qu'il y a des lobbies qu'on ne développe pas ces choses-là. Enfin, ouais, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, à mon sens. Hein. De l'énergie qui vient de rien, je demande à voir. Si ça existerait, ça ferait longtemps qu'on l'utiliserait, j'en suis persuadé. Hein. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes de fuite qui nous disent non, non, voilà, qui poussent plutôt à rien faire, quoi. Alors que moi, je pense, non, il faut faire quelque chose. Hein. Et personnellement, ces dernières années, clairement, hein, il y a 140 mm de polystyrène tout autour de la maison. J'ai 10 terres de bois qui sont dehors, la cheminée, voilà, avec les distributions de chaleur. Donc, si demain il n'y a plus de gaz, si par exemple il y a une coupure de gaz, j'arriverai quand même un peu à me chauffer cet hiver. Hein, et avec du bois que j'ai récupéré moi-même dans la forêt qui est à 200 mètres de distance. Vous voyez. Donc, c'est ce genre de réflexe qu'il faut, dans la mesure du possible, évidemment, hein, parce que ça, c'est pas possible quand on habite dans une grande ville, mais réfléchir à ces choses et s'y adapter de plus en plus. Un exemple dans les grandes villes, par exemple, c'est le vélo électrique. Et c'est où que j'étais dans une grande. J'étais à Mulhouse hier pour amener mon épouse chez un médecin qui est au centre-ville. Oh, c'est une catastrophe hein, pour aller au centre-ville. Je regrettais d'avoir une voiture et de ne pas avoir un vélo, hein, clairement. Hein, donc, le vélo électrique, c'est une bonne solution hein, pour le déplacement. Je vois aussi à Strasbourg, l'autre jour, j'y étais. Je trouve ça fantastique. Hein, donc, ça montre que la prise de conscience se fait et puis que l'augmentation des difficultés nous pousse justement à éviter toute cette destruction abusive. Voilà. Alors, Stéphane a la main levée. Stéphane? Oui, je voulais juste, dans la continuité en fait, de l'utilisation non abusive, que tu parlais d'électricité, c'est vrai qu'après, c'est toujours pareil, cette énergie, si on l'utilise de manière abusive, on n'y arrivera pas non plus. Oui. Parce que si tu parles du Vancovici, par exemple, je sais que bon, il parle beaucoup du nucléaire. Oui. Bon, utilisation transitoire, certainement, mais le nucléaire en soi n'est pas une solution d'avenir aussi, si on a une utilisation abusive. On a quand même besoin de minerais d'uranium, ça reste une énergie fossile. On ne le dit pas très souvent non plus. Hein. On a l'impression qu'on est souverain, entre guillemets, en France, puisque bon, il y a quand même ces histoires de souveraineté, mais en fait, on ne l'est pas vraiment. C'est Puisqu'on vrai. dépend quand même aussi de ces minerais qui viennent du Kazakhstan. On l'a vu avec la guerre au Niger, par exemple. Oui. Bon, mais bon, c'est vrai que le principe qui reste toujours en jeu, c'est cette utilisation, on va dire, non abusive. Et tant qu'il y aura peut-être des lobbies, bon, on n'est pas là pour discuter nucléaire, pour ou contre, hein, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que on tourne toujours en rond, quoi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même d'utiliser le moins d'énergie possible si on y arrive, par des principes d'isolation, déplacement, de toutes sortes. C'est Mais ça. c'est vrai que c'est pas évident si derrière on a toujours cette utilisation abusive de l'énergie qui conduira nécessairement à la destruction abusive. Voilà. C'est vrai que tout ça, c'est un peu lié, quoi. Il y a un problème d'équilibre global. C'est ça. L'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Exactement. Voilà. Et puis, pareil, quand je vois au niveau du tourisme, hein, aller se bronzer les doigts de pied sur une plage aux Seychelles, l'avion pour aller aux Seychelles et revenir, ça fait 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère par passager. Vous voyez. Aujourd'hui, on peut se le permettre, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est abusif? Chacun en jugera. Hein. Moi, personnellement, ce genre de truc, j'ai fait une croix dessus. J'étais jamais aux Seychelles. Et je n'irai jamais, ou alors qu'en cas de stricte nécessité. Même le Brésil, hein, où j'ai pourtant vécu pendant un certain temps, si j'y vais, c'est vraiment par nécessité. Sinon, voilà, même les gens qui m'invitent là-bas au niveau du mouvement spirit et tout, chaque fois je leur dis, est-ce qu'on peut faire virtuel, quoi.
Et là, le Portugal, j'y ai été. Bon, je ne suis pas allé en avion non plus, parce que l'avion, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. J'y étais en voiture. Bon, alors, en voiture, c'est sûr, c'est pas génial non plus. Mais bon, après, pour le Portugal, pour y aller en train, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Puis la voiture étant hybride, à moitié électrique, ça limite un peu les dégâts. Mais enfin bon, voilà. Après, c'est là où il faut réfléchir, quoi, pour trouver comment dire, les comportements les plus durables, hein. Tout est là aujourd'hui. Et c'est vrai que Fabrice et Valérie, vous avez raison, hein. Toutes ces difficultés qu'on commence à voir, ben, ce sont des crises. On a toujours l'habitude de dire ben, les crises sont temporaires. Alors que là, non, là, c'est pas temporaire. Là, c'est des crises systémiques, des crises qui sont là pour durer, hein. La consommation, par exemple, la production de pétrole est passée par un pic en 2008 et puis depuis, elle décroît. Alors, on ne s'en rend pas trop compte. Pourquoi? Ben parce qu'on fait des voitures qui consomment moins, parce qu'on arrive à réduire quand même la consommation sans trop réduire notre train de vie. Mais bientôt, là, il y aura des limites et quand ça commencera à décroître de façon un peu plus forte, ben, tout ce qui est rare et cher, hein, le prix forcément va monter. Donc là, on va être obligé, hein, de non seulement profiter des améliorations technologiques, mais on va aussi devoir nous-mêmes réduire fortement notre consommation, nos comportements et avoir des comportements plus durables en coupant donc tout ce qui est superflu, tout ce qui est abusif. Fabrice? Oui, tu parlais du pétrole, Charles. J'ai retrouvé un article que j'avais lu il y a une dizaine de jours entre le climatologue Jean Jouzel et puis le patron de Total Energy. Oui, Et Jean Jouzel donc lui demandait quand même de stopper l'investissement dans les énergies fossiles. oui. Bon, bah, la réponse du PDG de Total a été cash, hein. Il a dit qu'il faut vivre dans la vie réelle, hein, que de toute façon, ils n'allaient pas arrêter. Au contraire, ils allaient poursuivre leurs investissements pétro-gaziers car la demande croît. Donc, quand on entend ça de la part du PDG de Total, bon, bah, on se dit que on va droit dans le mur, quoi. Parce qu'il n'y a pas de Oui, prise. Les gens qui ont le pouvoir, justement, comment dirais-je, d'influer sur les décisions et sur notre consommation, ils sont déjà pas dans ce discours-là, ils sont pas dans cette optique-là. ils ne sont pas Alors, encore. non, ils sont pas encore. Ouais. Espérons Parce que, qu'à l'avenir ça va changer, parce que quand j'ai vu l'article, moi aussi j'en suis resté. Je me dis mais c'est pas possible, quoi. Soit ils comprennent pas, ou alors ils n'ont pas envie de comprendre et ils se disent bah il y a encore du pognon à se faire et on va continuer tant qu'il y a de la réserve et tant qu'on peut gagner de l'argent, et on le voit avec les pays producteurs de pétrole. Dès lors que comment dirais-je, que le prix de l'essence ou du gasoil a tendance à soit stagner ou soit légèrement baisser, qu'est-ce qu'ils font les pays producteurs? Ils réduisent les vannes, réduisent le tas des courses, il y a moins de pétrole sur le marché et les prix remontent. Je pense sincèrement, c'est mon avis personnel, mais je pense que depuis 2, 3 ans, ils se sont tellement habitués à avoir de tels revenus avec le pétrole que maintenant, ils vont plus revenir en arrière. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. L'énergie enfin, je veux dire, le prix du litre à 1,30 €, 1,40 €, comme on l'a connu il y a 4, 5 ans, c'est fini. C'est fini. Maintenant, il va falloir vivre avec un prix à 2 €, 2,20 €, peut-être 2,50 €. Et bah, quand je vois ça, bah, je me dis, mince, on est mal barré, quoi. mais Ça fait un peu peur. Franchement, ça Fabrice, fait un peu là peur. où je voudrais un peu rectifier ce que tu dis, c'est que le président de Total, il a dit la demande croît. Là, il n'a pas tout à fait Oui, tort. La demande croît. tout Et à la fait. demande, c'est qui? Oui, oui. La demande, c'est qui? C'est C'est nous. nous, c'est nous. C'est C'est nous, nous. bien sûr. Donc, Bien sûr. si on veut Et changer ce pourtant, système, hein, si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on se change nous-mêmes, hein. C'est ce que je dis et que je répète. Et là, par exemple, ben, pour réduire la demande au niveau des produits pétroliers, ça dépend que de nous de le réduire, hein, oui, à toutes les tout à actions dont on fait. vient de parler, tu vois. Et si on veut que les guerres terminent, ben, il faut déjà qu'en nous-mêmes, on arrête d'être incisif, d'être violent, d'être ci, d'être Bien ça. sûr, C'est bien c'est sûr, comme ça qu'on va bien sûr. changer le monde. C'est comme ça que si moi je consomme moins, les autres consomment moins, si tout le monde consomme moins, eh ben, là, le président de Total, il sera bien, la demande ne croît plus. Donc il y a une de ces hypothèses fondamentales qui change, il va bien falloir qu'il s'adapte.
et qu'il fasse autre chose. Alors, Mais tant que nous, on est là c'est- pour consommer, pour faire augmenter la demande, lui, il répond à la demande. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, oui, de oui, dire mais qu'il a une part de culpabilité, c'est sûr, mais avant tout, c'est nous qui sommes à la base. C'est nous tout à à fait. la limite, en France, on élit les gouvernements et puis on a quelque part les gouvernements qu'on mérite. Hein. C'est ce que dit Léon Tout à Denis fait, dans tout à fait. Socialisme et Spiritisme. La société, c'est que la somme des individus qui la composent. Donc, si on veut changer la société, il faut déjà changer les individus qui la composent. Si ces individus deviennent meilleurs, la société deviendra automatiquement meilleure. Qu'elle soit de droite, de gauche, du centre, de ci, de ça, elle sera meilleure. Parce que, hein, et je pense qu'au Oui. niveau de cette destruction abusive, c'est nous qui, on parlait de l'alimentation, on parle de l'énergie, des déplacements, c'est clair que c'est à nous de faire ce qu'il faut pour la réduire. Et moi, quand je vois le gouvernement qui encourage pour réduire, qui aide pour les subventions, pour des appareils qui consomment moins, etc., bon, le gouvernement, il a quand même compris, il va quand même un peu dans le bon sens, pas assez à mon sens, à mon goût, hein. Il devrait aider davantage, surtout les personnes qui sont en grande difficulté. Hein. Mais c'est clair que c'est nous qui sommes à la base de tout ça. Si Alors, chacun réduit sa consommation d'énergie de moitié, tu verras que le président de Total, il parlera plus pareil, hein, c'est clair. oui, mais bizarrement, c'est comme, enfin, je ne sais pas quel crédit on peut accorder à ce que dit le patron de Total, parce que je lisais un autre article où justement le gouvernement disait que la consommation de gasoil, d'essence avait baissé de 1,7% ces dernières années. Le développement du covoiturage, les gens qui font un peu plus attention et qui prennent plus facilement le vélo, notamment le vélo électrique. Oui. Alors, qui a raison? Qui a raison? Si effectivement moi je pense que les gens ont quand même fait attention à leur consommation. Une baisse de 1,7%, ça me paraît tout à fait, je veux dire, correct. Alors maintenant, qui a raison? Est-ce que c'est effectivement on en demande plus ou est-ce qu'on a tendance à quand même faire un petit peu plus attention? Est-ce que finalement, derrière ces arguments, le patron de Total n'est pas en train de cacher, comment dirais-je, enfin en train de se dire non, on continue parce que justement, il y a de la demande. On n'arrive pas à savoir où est la vérité là-dedans. C'est les deux, Fabrice. C'est parce que quand le patron de Total il dit que la demande augmente, lui, il sait qu'il y a des puits qui se vident et qui ferment, il sait que la production diminue. Donc, pour répondre, si la demande, elle diminue moins que la production, ils sont bien obligés d'investir pour trouver des nouvelles productions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est les deux qui ont Oui, raison. oui, oui. Hein, c'est pas toujours aussi blanc et noir, quoi. Mais Non, c'est le sûr, c'est moyen sûr. le plus fort et le plus évident, le plus brutal, c'est nous. Le gars qui dit, ben voilà, j'avais l'habitude de changer de voiture tous les 5 ans, maintenant je vais changer tous les 15 ans. Hein. J'avais l'habitude Tout à d'aller au fait. travail en voiture, maintenant on va covoiturer avec moi, avec mes voisins, ou je vais prendre le bus, je vais prendre le tram, je vais prendre ci, je vais prendre ça. C'est ça qui fait que c'est nous qui allons faire réduire la demande et qui allons, comment dire, la composante principale, hein, c'est quand même encore la consommation. Parce que tu parlais des pays arabes qui réduisent alors, parce que le pire qu'il y a, en fait, c'est quoi? Ils réduisent la production, donc le prix monte. Si le prix monte, bon, celui qui a les moyens, il s'en rendra à peine compte. Tu vois, ça lui fera un peu moins de gras à la fin du mois. Par contre, celui qui vraiment est dépendant et a du mal déjà à joindre les deux bouts, c'est celui-là qui va souffrir en premier. Hein. Donc, Tout à fait. la discrimination par le prix, c'est pas la meilleure chose. C'est vrai qu'en augmentant le prix, la consommation globalement diminue. Mais le problème, c'est que ça se fait de façon assez injuste. Hein. Tu as les gens qui n'ont pas de moyens qui vont en souffrir les premiers. Hein. Alors que le Covid, par exemple, hein, là, il y a eu, c'était différent. Hein. Vous sortez pas, qu'ils soient riches, pauvres ou, hein, bon, il n'y a que le pompier, les boueurs, voilà. Il y en a très peu qui sortaient, mais c'était la même règle qui s'appliquait à tout le monde. Alors que si tu dis, bon, je mets l'essence à 10 € le litre, les joueurs de football, ils vont continuer à prendre des jets privés pour aller de Paris à Nantes. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le commun des mortels, lui, il ne pourra même plus aller bosser. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on prenne en compte, et justement pour
pour retrouver les meilleurs équilibres au niveau de cette économie, puisque franchement, les systèmes qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment les revoir en profondeur. Hein. Et de toute façon, on va être obligé de les revoir, puisque comme Dieu a fait que les ressources de la nature sont limitées, eh ben, voilà, de gré ou de force, un jour, on devra passer par là. On n'aura pas le choix. C'est ça. Et c'est là où on voit la providence divine, hein. Vincent? Ouais, je voulais juste rappeler qu'on parlait ce matin de loi de destruction. Hein. On est dans des cycles, en fait. Hein. Je pense que ce sont des cycles. Évidemment, quand il n'y aura plus d'énergie fossile, aussi bien de gaz, de pétrole et de charbon, toutes ces énergies, ça viendra à manquer, évidemment. Et ce dont on parle ce matin, c'est de cycle. Hein, le cycle de la vie, c'est-à-dire la naissance, le vieillissement, et puis la destruction du corps. Et on est dans des cycles, et il ne faut pas avoir peur de ça. Mais ce qui est à l'œuvre aussi, c'est la conséquence de notre pauvreté spirituelle quand même. Oui. Et on est là pour faire de l'éducation spirituelle, c'est-à-dire que on se rend pas compte qu'on est orgueilleux, mais on a besoin de se mettre en valeur sur certaines choses. On a besoin d'être présentable, d'être beau, d'être voilà. Et cette société qu'on vit, elle est une conséquence de ce que nous avons appris à faire disparaître. Par exemple, on apprend souvent aux enfants à ne pas montrer leurs sentiments. C'est-à-dire, souvent les enfants sont très expansifs, ils sont dans la joie, on les modère, on leur demande d'être sages, d'être bien disciplinés et de taire un petit peu ce qui est leur nature profonde, ce qui est notre nature profonde, l'expression des sentiments, de la joie, de l'amour. Et on va vers une société où l'amour est plus présent, voilà, et la destruction dans ce système fait partie d'un cycle. Tout à fait. Tu as raison de nous rappeler au sujet, parce qu'il nous reste encore 4 points à voir. Et il est déjà 9 heures. Donc, on va avancer un petit peu sur donc la destruction abusive. Les fléaux destructeurs naturels, on a cité les tremblements de terre. Hein, et il y a aussi la peste. Alors, vous voyez, la peste, est-ce qu'on entend encore parler de peste aujourd'hui? Plus trop. Hein. L'être humain, hein, Michel, je pense qu'il connaît bien le sujet, a trouvé les moyens de prévention qui sont l'hygiène et puis les moyens aussi de guérison qui sont les médicaments. Donc, le fait qu'il y avait des fléaux comme la peste qui étaient considérés naturels, là encore, il y a 150 ans quand le livre a été écrit, aujourd'hui sont, entre guillemets, maîtrisés. Hein. La famine, alors la famine, il y en avait beaucoup à l'époque, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que des fois, au fin fond des campagnes d'Éthiopie, quand il y a des sécheresses ou quand il y a des insectes ravageurs ou des choses comme ça, ça peut être considéré aussi comme des fléaux naturels, ils n'ont rien à manger. Mais là aussi, on pourrait y remédier assez facilement, hein, tout simplement, en augmentant les échanges, en apportant là où il y a plus la production était suffisante, aller en apporter là où la production n'est pas suffisante, hein, avoir une meilleure partage des ressources. Les inondations, alors là, vous voyez, il parle les inondations comme un fléau naturel, mais bon, je pense que l'augmentation des inondations n'est plus naturelle, c'est déjà une conséquence de l'activité humaine et du réchauffement climatique. Hein. Les intempéries fatales aux productions de la terre, c'est la même chose. Ça, c'est un gros défi qu'il va falloir qu'on relève. Hein. Il faut que les agriculteurs aujourd'hui s'adaptent aux sécheresses, aux inondations, aux événements, etc., au niveau de la production agricole. C'est-à-dire que, en plus de l'augmentation de la population, on aura de plus en plus de difficultés aussi à produire les aliments à cause de ces événements climatiques qui s'amplifient. D'accord? Mais chaque fois, l'intelligence humaine permet quand même, et si on y va avec de la charité, avec de la solidarité, avec de la fraternité, on s'adaptera sans aucun problème. Avec de la solidarité et de la fraternité, la famine disparaît dans le monde. Pas demain, mais en quelques mois, il n'y a plus de famine dans le monde. On est bien d'accord. C'est qu'une question de volonté. Mais bon, c'est pas aussi simple, hein, parce que malheureusement,
les pays où il y a 700 millions de personnes, j'avais fait une étude l'autre jour, il y a 700 millions de personnes qui n'ont pas le nécessaire en alimentation ou en eau. Hein. Et ces 700 millions de personnes sont à 80% dans des pays qui sont dans la liste de Transparency International, là, des perceptions de corruption dans les pays. 80% des gens qui ont faim sont dans des pays qui sont dans la dernière colonne, c'est-à-dire les pays les plus corrompus. Donc on peut facilement aussi faire un lien entre la corruption, donc cet horrible égoïsme humain, et les conséquences que ça peut avoir, cette famine. Il y a beaucoup d'aide internationale, mais à cause de la corruption, l'aide est déviée, elle n'arrive pas jusqu'aux personnes qui en ont besoin. En gros, c'est ça. C'est pas aussi simple que ça, mais ça explique une grosse partie, 80% de ces 700 millions, qu'on pourrait réduire rien qu'avec ça. Après, les fléaux destructeurs provoqués par l'homme, donc c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a un peu commenté, relèvent de la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et l'assouvissement des passions, sous-entendu des passions matérielles. Dans l'état de barbarie, les peuples ne connaissaient que le droit du plus fort. C'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal. À mesure que l'homme progresse, elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes. Et quand elle est nécessaire, il sait y allier l'humanité. Donc voilà, les guerres. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans Kardec, il dit que des fois la guerre est nécessaire. Et ça choque beaucoup de personnes que dans le livre des esprits, il y a des écrits qui disent que des fois la guerre est nécessaire. Et quand c'était toujours dans ces mêmes questions-là, Kardec demande aux esprits, dans quel cas est-ce que la guerre est nécessaire? Et donc les esprits répondent, c'est pour la liberté. On n'arrivera pas, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, à se défaire d'un système autoritaire, malheureusement, dans notre monde actuel, à son niveau d'évolution actuel, pour se défaire d'un système autoritaire, d'une dictature ou nous, la Révolution française, ça se fait pas ou rarement sans douleur. Et malheureusement, ça fait que les esprits disent, tant qu'il y aura ce genre de situation, pour conquérir la liberté, il y aura peut-être besoin de guerre, et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, parce qu'en Ukraine, c'est tout à fait ce qu'on voit. C'est la guerre de l'autorité, un système qui cherche à s'imposer contre un autre système qui est plutôt dans le sens des libertés. Michel? Mais oui, à ce propos, si l'Europe s'est créée, c'est l'Europe de la paix qui s'est créée quand même sur les vestiges de la guerre de 40. Ouais. Je pense qu'en cette Deuxième Guerre mondiale, on serait peut-être encore, et sans les deux hommes, sans l'axe franco-allemand qui a permis ce pardon, en fait, et qui a permis cette création des fondations de l'Europe, je pense qu'on n'aurait peut-être pas encore la paix en Europe. Et si la paix existe, c'est grâce à cette Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est peut-être, un petit peu exagéré ce que je dis, mais sans cette cruauté, sans ce malheur profond, je pense qu'on n'aurait pas la paix en Europe encore et qu'on serait peut-être encore de se battre. Voilà. Oui, c'est vrai que l'Europe, c'est pour éviter des causes de la guerre. Une guerre qui s'est répétée plusieurs fois, donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 70 un peu avant, les guerres napoléoniennes encore un peu avant. Et c'est vrai que depuis 1945, en Europe, il y a quand même, on est dans la paix, heureusement. Donc, on a su en éviter les causes, la satisfaction des populations. Mais ça n'empêche que tu trouveras toujours encore aujourd'hui en Europe et même en France des tendances radicales. Tu as toujours encore des néo-nazis en Allemagne, tu as toujours encore des gens qui sont adeptes de systèmes plutôt autoritaires ou autocratiques, de droite ou de gauche, et où donc avec des manipulations qui excitent l'égoïsme qu'on a encore en nous, et auquel des fois on se laisse prendre. Donc, le problème n'est pas complètement, le danger rôde quand même encore, on n'en est pas encore à toutes les solutions,
Mais bon, c'est vrai que Il faut juste pas oublier que l'Europe s'est construite quand même sur l'acier et le charbon, hein. oui, il y a eu Donc c'est des des accords facteurs commerciaux au industriels départ, hein. aussi, oui. Oui, oui, c'est Ça clair. vient de là, hein. Et le développement industriel. Mais bon, aujourd'hui, l'Europe s'adapte, hein. Il y a de l'acier et du charbon, il n'y en a plus beaucoup en Europe, et pourtant elle est toujours là. Hein. Mais le commerce, c'est la base de l'amitié, hein. Oui, oui, c'est les échanges, hein. Celui qui... Ton micro est coupé, Vincent? Ton micro est coupé, Vincent? Ah pardon, je plaisante, mais l'amitié, quand il y a du commerce, c'est une amitié durable. Oui, oui. Non, mais bon, après, Non, mais je plaisante, mais bon, voilà, c'est vrai que il faut rester les yeux ouverts, hein. S'il y a des montées des extrémismes en Europe, et pas seulement en Europe d'ailleurs, sur toute la planète, c'est par notre manque d'évolution spirituelle quand même, hein. c'est ça. Et on a vu ce que ça a donné, hein. Dès qu'on demande de serrer un peu la ceinture, ben, il y a tout de suite une grosse partie de la population qui réagit de façon négative, hein. Donc, vous voyez, on va pas, ça va pas le fait de couper le superflu, ça va pas se faire uniquement dans la douceur, hein, c'est clair. Alors, pourquoi c'est... Pardon? Pourquoi ces fléaux destructeurs, hein, frappent-ils l'humanité? Pour la faire avancer plus vite. N'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection? Mais ces bouleversements sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur et en quelques années, ce qui eût exigé bien des siècles. Livre des esprits, question 737. Et ça, c'est la réponse qu'on a amenée. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Covid? Hein? Ben, beaucoup de gens se sont remis en question depuis le Covid, ont changé de vie, sont venus au spiritisme, ont commencé à essayer de chercher un peu autre chose pendant le Covid. Et les crises qu'on peut avoir, hein, si maintenant il y a par exemple la guerre en Ukraine, ou cette crise qu'il y a au niveau de l'immigration, avec le pape là, qui a fait un appel que je trouve tout à fait pertinent, hein, quand il était à Marseille, hein, qu'il faut plus de solidarité, etc. Ben voilà, donc chaque fois qu'il y a la Deuxième Guerre mondiale, comme on vient d'en parler, a réussi à faire de sorte qu'on fasse quelque chose en Europe pour éviter que ça se reproduise, hein. Et donc, il faut que le scandale arrive, comme disait Jésus, pour que l'être humain prenne conscience. Et François Mitterrand, il disait, une crise ne se gère bien que quand elle arrive à son paroxysme. Hein, c'est un peu dur, mais en fait, c'est comme ça. C'est que vraiment quand on est par terre ou qu'on a reçu un coup de pied dans le derrière, qu'on bouge. Hein. Donc voilà, il y a des appels justement pour dire attention, 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 mais beaucoup, c'est hein, il y a des... Attendez, je vais vous montrer un dessin là, de ce livre de Jean Covici qui parle bien, si je le trouve. Je pense que vous voyez toujours mon écran, hein. Voilà. Je dois rentrer l'image là. Hop, où est-ce qu'ils sont les images? Ici, voilà. Tada. C'est pareil. Ah. Il y a des trucs parfois bizarres. Voilà. Voilà. Là, par exemple, celle-ci. Hop, ça s'est ouvert sur l'autre écran. Voilà. Vous voyez là, par exemple, hein, Mère Nature, hein, qui est représentée par cette femme à la grande chevelure. Vous le voyez, mon écran? Je vais augmenter encore un petit peu. Oui, oui. Alors, alors là, il y a l'être humain, hein, on est là en bas, hein, croissance, croissance, on connaît que ça, croissance du PIB, etc. Et là, Mère Nature qui dit, ah, une crise, c'est un état transitoire. Là, c'est pas un état transitoire, hein. Les premiers chocs pétroliers qu'on a eus dans les années 70, après les années 80, et ensuite un autre en 2008, hein, si je me rappelle bien, c'était un avertissement. Mes ressources commencent à s'épuiser. Et puis l'être humain, qu'est-ce qu'il dit? Hein, quoi? T'entends des voix? T'as entendu quelque chose? Tu m'as parlé? Hein? Croissance, croissance, croissance.
Voilà, ça illustre tout à fait bien ce qui se passe. Hein. Et donc là, il faut espérer que nous, en tant qu'êtres humains, on change. On dit non, stop, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse autrement. Il va falloir qu'on se serre la ceinture et qu'on le fasse de notre plein gré. Hein, parce que quand le gouvernement nous y oblige, hop, vous avez tout de suite tous les gens qui ne sont pas d'accord qui vont immédiatement dans la rue. Et c'est là toute la difficulté de la chose. Vincent ? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je veux être milliardaire comme notre président, hein. C'est-à-dire que je veux aussi que mes enfants fassent des études pour pouvoir prendre le pouvoir sur les autres et devenir milliardaire. Autrement, ça n'a pas de sens, la vie. Hein. Et ça, c'est la vision matérialiste, tu vois. La vision spiritualiste, c'est non, tout ça, on va le laisser ici quand on meurt, hein, et l'important, c'est notre esprit. Et donc, qu'est-ce qui est important pour notre esprit? C'est certainement pas d'aller dans ce matérialisme. Vous voyez, là, il y en a une autre, hein, tu vois. Hein, moi, tu as entendu quelque chose? Moi, rien du tout. Ah bon? Qui? Hein? Quoi? C'est tout à fait ce qu'on a. Hein, voilà. Et ça, en fait, c'est pas les gouvernements, c'est nous. C'est nous. Hein. Si nous, on change, les gouvernements vont changer. On n'a que le gouvernement qu'on mérite. Hein. Moi, Si j'ai le élevé mes gouvernement enfants il a peur des normalement. vôtres, si la J'ai élevé plupart des mes gens enfants. sont égoïstes, Pardon. J'ai vas-y. élevé mes enfants normalement, je leur ai dit écrase ton camarade de classe pour devenir le meilleur de la classe quand même. C'est comme ça Ouais. qu'il faut élever les enfants. Hein. Puis j'ai Ouais. dit sois le meilleur, et puis après tu auras le droit d'avoir une bonne paye, et puis d'enquiquiner les autres, d'aller aux Seychelles te faire bronzer. Ouais, mais ça ira plus, c'est clair. Ça durera pas longtemps. Hein. Si tu l'éduques comme ça, il va tôt ou tard assez vite tomber de son nuage, hein, c'est clair. Alors, les guerres, quand est-ce que les guerres disparaîtront de la planète? Hein? Quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu, alors tous les peuples seront frères. D'accord? Donc, la guerre va disparaître. Elle est malheureusement aujourd'hui parfois encore nécessaire, hein, notamment la guerre de la liberté pour se défaire de l'autorité abusive. Hein. Mais voilà, bientôt, il faut espérer qu'on n'en aura plus besoin, que toutes ces destructions abusives cessent. Et de toute façon, on va être obligé d'y aller, puisque, comme vous l'avez vu, hein, notre mère, la Terre, elle nous prévient déjà depuis un moment, eh oh, vous allez trop vite, trop loin, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Stéphane? Oui, je voulais juste dire, on pense toujours à la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Oui. Alors, les deux premières valeurs sont des héritages directs de la Révolution française. La Oui. troisième valeur est un héritage de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et on a encore beaucoup de travail. Oui. Et puis, quand tu lis les œuvres posthumes, hein, tu verras Kardec, il y a un article qui s'appelle Liberté, égalité, fraternité. Et dans cet article, Kardec, il dit, il faut les prendre dans l'autre sens. Sans fraternité, il n'y a pas de liberté. Et sans fraternité, sans fraternité, il n'y a pas d'égalité. Et sans égalité, il n'y a pas de liberté. Hein. C'est un article très intéressant que je vous encourage à lire. Mais effectivement, c'est l'avenir de l'humanité, hein, l'avenir durable de l'humanité passe par la fraternité, c'est clair. À partir du moment où il y a la fraternité, tous les problèmes se résoudront automatiquement. Hein. Les dictateurs tomberont, ou seront plus élus, les gens seront, tous les gens qui sont, voilà, ça va réduire les flux, parce que s'il y a des conditions de vie plus décentes dans les pays d'où viennent aujourd'hui tous ces migrants, hein, qui fuient la mort, hein, ils prennent le risque au péril de leur vie pour pouvoir avoir des conditions de vie décentes, etc. Voilà, avec la fraternité, toutes ces choses-là, autant ils seront accueillis beaucoup plus facilement, autant aussi dans leur pays, ils auront de meilleures conditions pour pouvoir vivre. Donc, l'avenir durable de l'humanité passe par la charité, par la fraternité, par toutes ces valeurs que le spiritisme est venu rappeler de ce qu'avait déjà dit Jésus il y a 2000 ans et toutes les autres religions, clairement. Si on reste dans le matérialisme, on va dans le mur. Hein. L'Anthropocène peut se terminer par la disparition de l'espèce humaine de la Terre. Et même là, nous, en tant que spirit, on se dit, bon, ok, ça va nous compliquer un peu les choses,
mais on trouvera bien une autre planète où on va pouvoir se réincarner pour continuer à évoluer. Donc même si l'humanité disparaît de la Terre, comment dire, les esprits seront toujours là et auront toujours besoin d'évoluer. Voilà. Alors, je suis désolé, on a un petit peu dépassé l'horaire aujourd'hui, il est déjà 9h20. Si vous avez encore une dernière remarque ou une dernière question, sinon... Donc la semaine prochaine, on verra... qu'est-ce que j'en ai fait? 1er octobre, donc on verra la loi de conservation qui est un petit peu le penchant, hein, l'autre côté, l'autre aspect de la loi de destruction. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre sympathie, pour la participation, pour toutes ces questions. Hein. Merci à toi, Charles. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche, et puis je vous dis à bientôt. Dimanche. Merci, Charles. À bientôt.